Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Au sommaire, suite à l'intense pluie qui s'est abattue sur la ville de Lomé dimanche dernier, causant plusieurs dégâts, la ministre de l'Eau et de l'Assainissement Maounian Aziablé s'est rendue dans les zones touchées par les inondations afin de faire le constat des dégâts et soulager les populations victimes. Le Togo valorise de plus en plus le secteur agricole avec la promotion des pratiques d'agriculture durable. L'objectif est de favoriser des écosystèmes sains et une gestion durable des terres. Et puis la Côte d'Ivoire a été l'hôte du lancement du Forum africain de l'environnement dans les industries extractives FAFEX le 9 octobre dernier à Abidjan. Cet événement vise à favoriser l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement afin de lutter contre la dégradation des écosystèmes. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue. Plusieurs quartiers de Lomé, la capitale togolaise, se retrouvent une fois encore sous l'eau. Cette situation fait suite à une pluie intense qui s'est abattue sur la ville dimanche dernier, provoquant des inondations, d'énormes dégâts matériels, la destruction des infrastructures et de nombreux sinistrés. À cet effet, la ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Maounian Aziablé, s'est rendue sur les lieux afin de mesurer l'ampleur des dégâts et apporter le soutien du gouvernement à la population des zones touchées. Francesca Dissou nous fait le point dans ce récit. Le dimanche 13 octobre 2024, de fortes pluies ont frappé Lomé, causant des inondations dans plusieurs quartiers comme Atidogomé, Segbe, Vessomé, Atilamonou et Balissimé. De nombreuses habitations et infrastructures ont été submergées, perturbant la vie des habitants. La ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Maounian Aziablé, s'est rendue sur place pour évaluer la situation et apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. Elle les a rencontrés, exprimé la compassion du gouvernement et réaffirmé l'engagement à trouver des solutions durables face à ces inondations récurrentes. Madame la ministre a également souligné l'importance du respect des normes urbanisme, rappelant que construire dans des zones inondables ou sans permis aggrave les risques. Des mesures immédiates sont prises pour débloquer les voies et évacuer les eaux, et un plan d'assistance pour les sinistrés est en préparation. La 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo s'achève ce mardi 15 octobre. Ce salon a réuni les acteurs du monde agricole afin de promouvoir les pratiques qui contribuent à la durabilité et à la résilience de l'agriculture togolaise. Regardez. Placé sous le thème agriculture durable, gage de sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique, la nouvelle édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo se déroule du 8 au 15 octobre prochain au Centre des expositions et foires CETEF à Lomé. Cette année, il se focalise sur la nécessité de repenser les pratiques agricoles pour assurer la sécurité alimentaire durable malgré les défis grandissants du changement climatique. Avec des perturbations climatiques qui menacent de plus en plus les systèmes alimentaires, cette édition du Sialo mettra en lumière les pratiques agricoles durables et les innovations qui permettent aux agriculteurs de mieux s'adapter. Le salon réunit les acteurs du monde agricole, notamment les professionnels de l'élevage et de la pêche, de l'agriculture, ainsi que des spécialistes en gastronomie pour partager des solutions concrètes et des savoir-faire durables. L'une des grandes nouveautés de cette édition est la mise à l'honneur du secteur de l'élevage avec une exposition spéciale dédiée à ce domaine. Après la région des Savanes en 2022 et celle de la Kara en 2023, c'est la région centrale qui est mise en lumière cette année. Ce choix reflète la volonté des organisateurs de valoriser le potentiel agricole de chaque région à travers la chaîne de valeur agro-silvo-pastorale et halieutique. L'objectif est de faire découvrir la diversité des ressources agricoles locales et de promouvoir les pratiques qui contribuent à la durabilité et à la résilience de l'agriculture togolaise. Il offre également une plateforme pour des journées agroalimentaires dédiées aux différentes régions du pays, des marketplaces pour l'exposition de produits, de services et de technologies. Le Togo fait la promotion des pratiques d'agriculture durable à travers toute une kyrielle de projets dans le secteur agricole.
L'ambition est de favoriser des écosystèmes sains et une gestion durable de la terre et de l'eau, tout en garantissant une sécurité alimentaire mondiale. Léon Sagbo nous en dit plus dans cet élément. La promotion des pratiques d'agriculture durable est effective au Togo. Elle est marquée par la présence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural, M. Madadozi Tisike, au lancement de la 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo. Il a réitéré cet engagement du gouvernement togolais en affirmant que les projets et les réformes de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 mettent l'accent sur les mécanismes d'adaptation, d'atténuation et de réduction des risques de catastrophes. Selon lui, il est plus qu'urgent de redoubler d'efforts en vue d'atteindre les objectifs fixés face aux différentes crises climatiques, sanitaires et sécuritaires que connaît le monde. Il a aussi indiqué que le pays est résolument engagé dans la recherche d'un mieux-être pour sa population à travers l'amélioration des conditions d'exercice des activités agricoles. Parmi les actions engagées, on note la création des zones d'aménagement agricole et la mise en place des agropoles pour créer un cadre adéquat de production et de transformation des produits agricoles tout en respectant l'environnement. On retrouve également la modernisation des opérations culturelles avec la promotion des centres régionaux de mécanisation agricole, le développement de l'agriculture irriguée, la création et l'opérationnalisation de l'agence de transformation agricole. La réalisation de ces projets permettra d'augmenter la production afin d'assurer la sécurité alimentaire du Togo à partir de la production nationale et de renforcer les industries de transformation agroalimentaire pour améliorer les revenus et les conditions de vie des populations. Ceci équilibrera la balance commerciale en créant des emplois décents et durables pour les jeunes et les femmes. Rappelons que le gouvernement togolais a engagé depuis des années un ensemble de réformes qui visent à faire jouer au secteur agricole son rôle de levier de croissance économique et sociale. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 du Togo ambitionne une agriculture productive à haute valeur ajoutée qui sera un moteur de valeur économique des agriculteurs et du développement du pays. Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli la semaine dernière le Forum africain de l'environnement dans l'industrie extractive FAFEX. Prévu du 19 au 21 février 2025, cet événement entend favoriser l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement pour lutter contre la dégradation des écosystèmes causée par les activités extractives. Suivant. L'exploitation minière clandestine, bien qu'offrant d'importantes opportunités économiques en Afrique, présente d'énormes défis, notamment la pollution de l'eau et la dégradation des terres arables. La Côte d'Ivoire, classée 57e pays le plus vulnérable au monde, est confrontée à la nécessité de trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation de son environnement. C'est dans ce contexte que le pays a accueilli le lancement de la première édition du Forum africain de l'environnement dans les industries extractives FAFEX qui se tiendra du 19 au 21 février 2025. Le thème retenu est la réhabilitation des sites miniers, défis et opportunités. Selon Staël Soutigui, représentante du coordinateur d'Abidjan Legacy Programme, le but est de créer un espace de dialogue et d'échange sur les meilleures pratiques pour promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles minières. Le FAFEX entend favoriser l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement pour lutter contre la dégradation des écosystèmes causée par les activités extractives. Le forum se positionne comme une plateforme d'échange et de partenariat stratégique entre le gouvernement, les entreprises minières, les organisations de la société civile et les communautés locales. Le forum ne se limitera pas aux conférences et aux tables rondes. Il sera également marqué par des ateliers de formation pour renforcer les compétences des acteurs du secteur afin de mettre en lumière les initiatives les plus innovantes. Selon l'Institut d'études de sécurité, bien qu'elle ne soit responsable que de 8% de la déforestation, l'exploitation minière incontrôlée et mal réglementée pourrait devenir l'une des nombreuses causes de la déforestation. Au Kenya, les populations et les écologistes s'opposent à la construction d'une centrale nucléaire dans la ville de Kilifi. Ces derniers évoquent les risques environnementaux et sanitaires de ce projet, surtout son impact négatif sur le tourisme local. Rafietou Berikou.
De nombreux Kenyans ont manifesté le 11 octobre 2024 contre le projet de construction de la première centrale nucléaire dans le pays. Cette centrale, qui devrait être construite à Kilifi, une ville située à environ 522 km au nord-est de la capitale Nairobi, aura des conséquences sur la santé de la population et sur l'environnement selon les écologistes. Nous pensons que ce projet aura de nombreux effets négatifs. Des enfants mal formés naîtront dans la région, les poissons mourront et notre forêt d'Arabuko-Sokoke, connue pour abriter les oiseaux venus de l'étranger, sera perdue. La centrale nucléaire nous causera plus de mal que de bien. Des inquiétudes portent également sur le manque de transparence du projet. Alors que les populations craignent d'être délogées, les acteurs de la pêche et du tourisme soulèvent également les risques de radiation et les menaces sur les écosystèmes marins. Cela va tuer des poissons. Je suis pêcheur depuis 20 ans et je survis grâce à la pêche. S'ils construisent une centrale nucléaire, les sites de reproduction des poissons seront tous détruits. Notre principale source de revenus ici est l'écotourisme. Nous dépendons de l'environnement. Nous hébergeons la seule forêt côtière d'Afrique de l'Est. Nous hébergeons le parc marin de Watamu. Nous hébergeons la plus grande plantation de mangroves du Kenya. Nous ne voulons pas que le nucléaire vienne gâcher notre écosystème. La manifestation conduite par l'organisation Muslim for Human Rights s'est prolongée jusqu'au bureau du gouvernement du Comté où les manifestants ont laissé une pétition opposant ce projet. La construction de la centrale nucléaire de 1000 MW prévue pour 2027 au Kenya devrait être opérationnelle d'ici 2024 au coût de 3,8 milliards de dollars américains. Dans le souci d'apporter plus de vie entre les êtres vivants et leur milieu, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a présenté vendredi dernier son projet de transition écologique pour l'année 2025. Ce projet met en avant l'augmentation de l'enveloppe dédiée à la transition écologique. Honoré Kata. Le projet de budget 2025 pour la transition écologique défendu par la ministre française de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, met en avant un équilibre entre réduction des dépenses et augmentation ciblée du soutien aux énergies renouvelables. Avec une enveloppe totale de 19,5 milliards d'euros en hausse par rapport aux 16,8 milliards d'euros de 2024, cette augmentation est en grande partie due à l'obligation pour l'État de soutenir les énergies renouvelables lorsque les prix de l'électricité baissent comme c'est le cas actuellement. Toutefois, cette hausse cache certaines réductions budgétaires. La ministre a reconnu une baisse des dépenses, notamment pour le fonds vert et l'électrification des voitures avec une réduction de 500 millions d'euros. Des discussions sont en cours pour déterminer comment cette diminution sera répartie, tout en cherchant à protéger les ménages les plus modestes. Le chèque énergie, destiné à aider les ménages en difficulté à payer leurs factures d'énergie, est maintenu pour 2025. La ministre souhaite relancer une automatisation de ce dispositif afin de garantir que tous ceux qui y ont droit puissent en bénéficier. Agnès Pannier-Runacher a également mis l'accent sur l'importance de rendre les solutions décarbonées plus accessibles que les solutions carbonées. Elle a ainsi défendu des mesures visant à supprimer la TVA réduite sur les chaudières utilisant des énergies fossiles et à augmenter les taxes sur les véhicules polluants, les billets d'avion et le gaz. Le projet de budget 2025 pour la transition écologique reflète ainsi la volonté du gouvernement de concilier soutien aux énergies renouvelables, réduction de certaines dépenses et optimisation de l'efficacité des investissements publics dans un contexte budgétaire contraint. La capitale brésilienne, Brasilia, et la ville de Sao Paulo sont frappées par d'importantes inondations. Cette catastrophe dévastatrice a plongé environ 1,6 million de foyers dans l'obscurité et la mort de 8 personnes. Honoré Kata nous fait le point dans cet élément. Au Brésil, l'atmosphère est lourdement chargée d'angoisse. Depuis vendredi, plusieurs régions du centre et du sud-est du pays subissent de fortes tempêtes. D'après l'Institut national de météorologie, ces intempéries se caractérisent par des pluies importantes atteignant jusqu'à 100 mm par jour, des vents soufflant à plus de 100 km/h et des chutes de grêle. Le bilan provisoire fait état d'au moins 8 décès, principalement dans l'état de Sao Paulo, le plus peuplé du pays. La majorité des victimes de la ville ont perdu la vie à cause de chutes d'arbres ou d'effondrements de murs selon la défense civile. À Brasilia, la capitale,
Un soldat est mort et un autre blessé après la chute d'un arbre alors qu'il retirait un drapeau devant le quartier général de la police militaire. Les tempêtes ont également causé des perturbations majeures dans l'approvisionnement en électricité. À Sao Paulo, environ 1,6 million de foyers sont privés de courant selon le groupe énergétique Enel. Certains tronçons du réseau ont été sérieusement endommagés, nécessitant la reconstruction de kilomètres de câbles ainsi que les remplacements de poteaux et de transformateurs, a également précisé la société dans un communiqué. Les infrastructures publiques n'ont pas été épargnées. Dans la capitale, les fuites d'eau ont affecté la Chambre des députés, obligeant certains fonctionnaires à ouvrir des parapluies en pleine séance plénière, une scène relayée par les médias et les réseaux sociaux. Ce déchaînement climatique survient dans un contexte de sécheresse historique. En effet, le Brésil venait de traverser l'une des pires périodes de sécheresse jamais enregistrées avec un record de 165 jours sans la moindre pluie dans la capitale. Alors que les pluies continuent de s'abattre sur le pays, les autorités restent en état d'alerte maximale face à de nouvelles intempéries. Donner aux prochaines générations des moyens de construire un avenir résilient. C'est autour de ce thème que le monde entier a vécu le 13 octobre dernier la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. L'accent a été mis sur le rôle de l'éducation dans la protection de l'environnement et l'autonomisation des enfants pour un avenir sans catastrophe. Viva Samana revient sur cette journée dans ce commentaire que voici. Les changements climatiques et les catastrophes qui en résultent menacent gravement la vie et le bien-être d'environ 1 milliard d'enfants dans le monde. Depuis l'an 2000, 80 000 écoles ont été endommagées ou détruites par les catastrophes selon l'UNICEF. En 2022, par exemple, l'institution onusienne en charge des questions de l'enfance a révélé que le nombre d'enfants touchés par les inondations au Tchad, en Gambie, au Pakistan et au Bangladesh a été plus élevé depuis plus de 30 ans. Face à ce constat déplorable, le 13 octobre 2024, qui marque la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, a permis de mettre l'accent sur le rôle de l'éducation dans la protection et l'autonomisation des enfants pour un avenir sans catastrophe. À cet effet, le thème retenu cette année est donner à la prochaine génération les moyens de construire un avenir résilient. Et pour y parvenir, l'on doit passer par l'éducation. Elle peut en effet permettre aux enfants de protéger et de devenir des agents de changement au sein de leur famille et de leur communauté en partageant ce qu'ils ont appris. Les pays doivent aussi tenir compte des besoins face à leur vulnérabilité dans l'élaboration des stratégies nationales et locales de réduction de risques de catastrophes. Ceci va contribuer à la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Les efforts mondiaux sont actuellement en cours pour étendre les systèmes d'alerte précoce dans le cadre de l'initiative Alerte précoce pour tous, promue par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Bien qu'il soit impossible d'éliminer complètement les risques de catastrophes comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les sécheresses et les inondations, la prévention et la préparation peuvent grandement améliorer la résilience des communautés locales. Rappelons que c'est en 1989 que l'Assemblée générale de l'ONU a désigné le 13 octobre comme Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. C'est sur la commémoration de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes que se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi, passez une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.